Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 octobre 2022 et je continue mes lectures commentées, digressives, je ne sais pas comment on peut dire. Et là, j'ai choisi de revenir un petit peu sur cet ouvrage-là avant que je sois obligé de le rendre à la bibliothèque. L'utopie. Voilà, et je voulais rendre à César ce qui appartient à César. Commencer par ce More qui a écrit l'Utopie en quelle époque d'ailleurs, en 1500 et quelques il me semble. Alors Thomas More. C'est quelle époque, Thomas More? En 1400, il est né, 1478, il est né et il est mort en 1535 à Londres. Pardon. Je suis toujours un peu sous l'influence de notre cher modificateur d'humanité, le Covid-21. Voilà. Et alors, ben justement, tiens, je vais un peu parler de ce Covid-21, tiens, 2 minutes, juste pour en dire aussi ce qu'il... Voilà, on va enlever ça. Pour en dire ce qu'il apporte aussi à l'humanité. Bon, j'ai fait des vidéos et surtout sur la mécanique universelle.net parce qu'en fait, toutes ces réflexions-là, ces vidéos, sont destinées à enrichir la théorie, ce que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, selon lequel l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc c'est une réflexion qui travaille sur l'utopie. L'utopie qui est utopique aujourd'hui et qui... Voilà, les utopies sont faites pour être réalisées la plupart du temps. Et je pense que toutes les utopies, d'ailleurs, dans cet ouvrage, sont, à mon sens, sont des utopies réalisables. Parce qu'en fait, dans les utopies qui sont universalistes, généreuses, bienveillantes, qui veulent le bien de tous, qui pensent, qui imaginent un monde futur le mieux possible, même s'il y a des... Évidemment, en 1400, ce qu'il imaginait comme monde futur, aujourd'hui, ça pourrait même nous faire peur, d'une certaine façon, par certains aspects. Pas, il y a toujours la base de l'amour du prochain, je pense, du fait d'être en paix, etc. Des choses basiques comme ça. Dans ces basiques-là, c'est réalisable. En fait, les utopies qui ne le sont pas, c'est les utopies qui prônent l'inverse, qui prônent la ségrégation, j'en sais rien. Voilà, l'utopie nazie, c'était une utopie de faire un monde qui durerait 1000 ans, un monde de dominants qui asservirait tout ce qu'il considère comme slave, esclave, quoi. Hein. Donc, ce monde-là, ça marche pas. Ça, c'est les utopies négatives, les utopies méchantes, mauvaises. Ces utopies mauvaises ne se réalisent pas. Elles se réalisent pendant quelques décennies pour faire évoluer l'humanité. Voilà, il a son siècle de son millénaire de nazisme, il a duré 20 ans et au bout de 20 ans, l'ensemble de l'humanité a convergé vers son blocos pour
pour l'anéantir. Voilà. Donc, et alors, là, sur la mécanique universelle, il y a un chapitre qui s'intitule le langage du vivant. Et dans le langage du vivant, il y a des sous-chapitres, et un de ces sous-chapitres est dédié au virus. Et j'avais réfléchi il y a une vingtaine d'années, quand j'ai dû travailler à partir de cette simple phrase, hein, parce qu'en fait, cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », je l'ai écrite par hasard sur un cahier dans un petit parc où j'écrivais des choses, et j'ai écrit cette phrase, elle est venue comme ça intuitivement, je ne sais même pas pourquoi, elle est montée là, et donc il y a quand même d'ailleurs quelque chose d'incroyable, parce que je pense que voilà, il y a quelque chose de plus fort que soi dans la création d'une telle phrase, quoi. Parce que comment cette phrase a bouleversé complètement mon existence du jour au lendemain. À partir de cette phrase, j'ai tout abandonné, le reste, toutes mes passions, mon travail, mes trucs, tout ce que je faisais, j'ai tout abandonné pour rentrer là-dedans. Et j'ai plongé dans ce truc comme on plonge dans une passion, quoi, dans une passion dévorante, non, parce qu'en fait, elle a été équilibrante, au contraire, pour moi, elle a dévoré tout ce qui me dévorait à l'époque, l'alcool, la cigarette, tous ces trucs que je prenais pour écourter mon existence malheureuse, on va dire. Et donc, ça a dévoré tout ce genre de choses. C'est cet état dépressif comme ça, et pour me plonger dans une sorte de monde radieux, quoi, de cité radieuse, où j'avais qu'une hâte, c'était de me lever vite le matin pour travailler, pour écrire ce qui allait devenir la mécanique universelle. Et donc, à partir de cette phrase, j'ai dû me retrouver confronté à toutes les données. Je ne sais pas comment ça s'est construit tout seul, mais à un certain moment, il a fallu que je réfléchisse à la présence du virus. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en me demandant pourquoi ce virus était là, je me suis dit, le virus, il aide l'humanité à évoluer de la même manière, quoi. Voilà, le virus du choléra a obligé les riches à assainir les ghettos où ils maintenaient les pauvres, les ouvriers pauvres, parce que eux-mêmes risquaient d'être contaminés. Donc voilà. Donc le virus, il a un sens incroyable, quoi. Et je prenais par exemple le virus du sida, qui en fait, en allant toucher des populations qui étaient opprimées, les homosexuels, les toxicomanes, etc., a obligé l'humanité à les regarder avec un peu plus de bienveillance, à aller vraiment, enfin, regarder ces sociétés qu'ils ne voulaient pas voir, obligés de leur fournir le minimum de seringues propres, etc., de s'occuper d'eux, de leur trouver des... Enfin, et encore, on le fait à la marge, parce qu'on ne comprend même pas le sens de ce virus. Voilà, on ne comprend pas le sens du virus du sida, par exemple, pour reprendre juste le virus du sida. Et malheureusement, les religions, certains religieux les plus obtus, les moins spirituels, voilà, les religieux les moins spirituels ont compris les choses complètement à l'envers, c'est-à-dire c'est une punition divine, etc., comme si Dieu allait punir ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont les homosexuels. À mon époque, quand j'étais jeune, il y avait des gars qui partaient
faire c'était l'amusement du samedi d'aller traquer des homosexuels pour leur casser la figure. Des choses comme ça. Les toxicomanes étaient considérés il y a pas très longtemps encore, et même maintenant, comme des rebuts de la société, des gens qui méritent que de mourir sans comprendre que ce sont nos chamans en fait, ces hypersensibles qui ne savent pas vivre dans cette société parce qu'elle est trop violente, trop dure, trop ci, trop ça. Pour la plupart d'entre eux, ben, ils sont obligés de partir d'aller se détruire parce qu'on ne leur fait pas la place, parce qu'on leur donne pas la place. Voilà. Et donc, c'est des visions complètement erronées par des mauvais religieux, les mêmes qui disent moi ma religion c'est la meilleure, celle du voisin c'est la pire, voilà il faut la combattre, enfin voilà qui sont incapables de là où il faudrait se fédérer, là où les spirituels mériteraient d'avancer ensemble pour dire ben, on a des points communs et puis on a quelque chose d'important à amener à l'humanité, surtout maintenant avec cette humanité qui a perdu de son humanité. On a des valeurs à lui amener, pas les pires valeurs que justement comme celle-ci qui vont dire voilà il y a des êtres humains qui sont des rebuts. Aucune religion sincère ne dit ça. Voilà, au contraire, toutes les religions, le christianisme, le judaïsme, l'islam, s'occupent des plus défavorisés, ont quelque chose qui demande à leurs adeptes de protéger les plus faibles. Et donc, les religieux qui défendent les forts et qui abusent les faibles, ou qui dégradent l'image des faibles, ce sont des pervers, tout simplement. Voilà, c'est pas autre chose que ça. Et donc, voilà, donc j'ai fait cet espace, j'ai dédié cet espace et j'ai réfléchi sur les religions. Et donc, j'ai rajouté, il n'y a pas longtemps, un petit passage à propos du Covid. Et évidemment, le Covid, on voit tout ce qu'il a amené vraiment à l'humanité. Il a montré d'un seul coup il nous a montré que l'humanité peut fonctionner universellement, en un claquement de doigts. Voilà, si l'homme veut, eh ben, puisqu'on l'a fait, hein, ils nous ont dit de nous enfermer, d'arrêter toute activité. On sait qu'on est capable de fonctionner universellement grâce à ça. On sait que si il y avait un système bienveillant qui dit voilà, maintenant, qui répande partout, comme on a répandu le fait qu'il fallait se masquer, etc., dans tous les médias du monde. Voilà, tous les médias du monde se sont unis pour dire, voilà, mettez un masque. Tous les médias du monde peuvent s'unir pour dire, il faut aimer vos voisins, il faut aimer l'humanité, il faut aimer l'autre, il faut, etc., etc. Il faut ne pas, voilà, etc. On peut universaliser la bienveillance comme on peut universaliser le reste. Voilà, déjà ça, on l'a compris grâce à cet épisode du Covid, duquel, grâce à Dieu, Inch'Allah, je suis peut-être sorti. Voilà, bien que j'ai encore la tête comme une pastèque. Voilà, alors, je suis arrivé à 14 minutes. Qu'est-ce que je fais? Oui, ben, je commençais par Thomas More. Alors, on va prolonger. Je comprends pas pourquoi je trouve que il manque de la lumière là. Je sais pas. Est-ce que ça manque de lumière pour vous ou c'est mes yeux qui ont perdu de la lumière? Je n'en sais rien, mais je lis très mal. Bon, bref. Alors, je vais commencer à lire More. C'est l'introduction à More. Hein.
pour son livre qu'il a écrit L'Utopie. Donc, il y a eu Erasme d'ailleurs aussi. Il faudrait, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas marqué ce Erasme-là. Bon, ce texte, L'Utopie donc, par lequel débute le second livre de l'ouvrage de Thomas More, est à la fois le point de départ de l'utopie et l'utopie de l'œuvre et du genre. Point de départ de l'œuvre, y compris sur un plan chronologique, puisque More rédigea le second livre avant le premier, qui n'est jamais qu'une longue introduction, au mieux un stade initiatique. Surtout, c'est dans le second livre que More va décrire, suivant son titre, la meilleure forme de gouvernement. L'utopie proprement dite est qu'il va en poser les thèmes principaux après avoir caractérisé la cité idéale par sa perfection, un sommet de culture et de civilisation qu'aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuellement. Voilà, alors, ça correspond bien à ce qui devait se passer à cette époque-là. Et Thomas More, s'il était aujourd'hui, s'il écrivait aujourd'hui, il ne dirait pas le sommet il ne s'intéresserait pas à un seul gouvernement, un pays, je ne sais pas, une nation, par rapport aux autres nations, parce que c'est impossible de faire une nation parfaite entourée d'un monde barbare qui ne supporterait pas de ne pas en faire partie, voilà, et qui le harcèlerait en permanence jusqu'à le renverser. Ça a été le cas de Rome quand Rome était au sommet de l'utopie de l'époque, on va dire. Donc, Thomas More, maintenant, il parlerait pour le village planétaire. Ce gouvernement, donc, la cité idéale, ça serait le village planétaire idéal, mais pour lui, voilà, s'il devait être aujourd'hui, son intelligence le poserait à ce degré de la vision. Comme nous, maintenant, notre vision, elle est du village planétaire, de l'universalité, même si c'est pas évident pour tout le monde. La plupart des jeunes, ils ont une vision universelle des choses. Donc, je continue. Un sommet donc de culture et de civilisation, c'est ça qui est vraiment incroyable. Le narrateur va en énoncer les composantes, puis les moyens de sa réalisation, établissant une fois pour toutes les canons de la pensée utopique, son vocabulaire et sa grammaire idéologique. Cette perfection réside d'abord dans la sécurité dont jouit l'utopie. Ben voilà, de toute manière, pardon, la sécurité, c'est la base, mais c'est pour ça que quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme. Aucun homme ne sera un loup pour l'homme, mais non seulement aucun homme ne sera un loup pour l'homme, mais la nature ne sera plus un danger pour l'homme. Il n'y aura pas voilà, on aura réglé les problèmes, les dangers liés à la nature. C'est pour ça qu'il faudra encore peut-être quelques siècles, et peut-être, qui sait, des millénaires, je ne sais pas, mais on peut voir ce que l'humanité peut réaliser en un siècle. On l'a vu, en un siècle, voilà ce qu'on peut réaliser. Il n'empêche que, malheureusement, on a encore un esprit extrêmement primaire. La guerre qu'on est en train de vivre le démontre terriblement. C'est pas le peuple qui
parce que d'ailleurs le peuple il commence à montrer qu'il refuse d'aller se faire tuer pour rien, que c'est complètement absurde. Il commence à comprendre que c'est absurde, alors que en 14 les jeunes partaient la fleur au canon, c'était une aventure pour eux. En 40 c'était à peu près la même chose. Maintenant c'est fini. En Europe on n'a plus cette vision-là, et globalement dans le monde, c'est parce que le monde, la partie du monde qui souffre, elle préfère à la limite la guerre à cette souffrance. Mais si on arrive à amener de la paisibilité à cette humanité, comme l'Occident a réussi à en acquérir, ou l'Asie même, ça changerait complètement la donne. L'être humain n'a plus envie d'aller perdre sa vie pour des idées. Voilà, et surtout pour quelque chose d'injuste, parce qu'on sait très bien maintenant que c'est injuste. On sait très bien que dans cette guerre qui se déroule, les deux camps ont des responsabilités inouïes, quoi, hein, de l'Occident comme la Russie. Et donc, on peut bien sûr mettre la pression en disant oui, on doit choisir son camp, etc., etc. Non, non. Si on est juste, si on a un peu de respect pour la philosophie, on sait que c'est les torts. Voilà, il y a des exagérations qui sont des deux côtés. Mais en tout cas, c'est ce qui veut dire que la plupart des gens le savent, ce qui se passe. Voilà. Alors, les guerriers, ils vont peut-être encore, il y a un petit pourcentage de personnes qui aiment ça, qui aiment la guerre, et bon, il y a pas, voilà, ça fait partie on n'a même rien à dire, hein, là-dessus. L'esprit guerrier, il a autant le droit de vie et de cité qu'un autre, que l'esprit pacifique. Mais voilà, celui qui va s'engager là-dedans, c'est une chose, mais celui qui est obligé d'y aller, on l'a vu, même chez les Russes, ils s'enfuient. Ils n'ont pas envie d'aller se faire trucider pour rien, quoi. Donc on n'est plus, donc ça, rien que ça a évolué. Mais en tout cas, on est quand même devant quelque chose d'un peu primaire, et qui nous donne à penser qu'il faudra encore 1, 2, 3, 4 siècles pour que la tête de ces gens, pour que ces dominants qui poussent l'humanité vers la guerre, ils sont pas nombreux, hein, mais voilà, il y a peut-être 1% de la population qui est belliqueuse, qui a ce truc-là et qui va soutenir, pousser, etc., qui va être dans ce truc-là, et qui engage l'ensemble de l'humanité. Eh bien, il faudra peut-être un siècle pour arriver à maîtriser ces types-là. Mais on parviendra à les maîtriser. Les faucons américains, dans un siècle, peut-être moins, seront maîtrisés par l'humanité. Pour l'instant, on ne sait pas les maîtriser. On sait maîtriser leur père, leur père, en fait, qui étaient les dictateurs. On sait maintenant maîtriser un dictateur. On sait empêcher un dictateur d'arriver au pouvoir, plus ou moins. Ou une fois qu'il est au pouvoir, de neutraliser son truc. On sait faire ça. Chose que les années 20 ne savaient pas faire. Au contraire, ils idéalisaient le dictateur. C'était presque une qualité d'être un dictateur à l'époque. Et donc on a vu émerger ces dictateurs, Mussolini, Hitler, Staline, etc., etc. Et on les a laissés monter tranquillement. Maintenant, ça ne serait plus le cas. Mais par contre, leurs petits descendants, qui sont en fait les faucons, là, les faucons américains ou occidentaux, russes, etc., ces faucons-là, on ne sait pas les maîtriser pour l'instant. Mais peut-être même dans 30 ans, 40 ans, ces gars-là seront totalement maîtrisés. L'humanité aura compris qu'on ne peut pas leur laisser le pouvoir. Que dès qu'on saura les détecter, on saura les écarter, leur dire allez faire du jardinage,
de la peinture, comme George Bush, ou faites ce que vous voulez, mais ne vous occupez pas de politique, s'il vous plaît. Laissez les humains en paix, tranquillement. D'accord? Voilà. Allez, je continue mon travail. Dont jouit l'utopie, la sécurité, protégée contre les dangers extérieurs par son insularité. Voilà, là, on sera protégé contre les dangers, pas extérieurs, mais extérieurs, oui, pas par l'insularité, mais par le fait d'être universel, le fait qu'il n'y ait plus de loup pour l'homme, qu'il n'y ait plus, que l'homme ne soit plus nulle part un loup pour l'homme. Donc on aura réussi à apaiser toutes les velléités des hommes actuels. Voilà, la psychologie du faucon actuelle, elle sera anéantie dans peut-être un siècle, 2 siècles, je ne sais pas, peu importe. On aura maîtrisé, ça sera peut-être la psychologie, ça sera peut-être les molécules, ça sera peut-être j'en sais rien, mais il n'y aura pas la possibilité à un faucon de se hisser en tête de gondole ou même d'exister en réalité. Il y aura plus de ces faucons-là. L'homme sera un agneau pour l'homme, un frère pour l'homme. Quelqu'un, voilà, ça sera quelqu'un de bienveillant. Tout le monde sera bienveillant vers tout le monde. Voilà. Reproduite à nouveau autour des villes qui la composent par d'imprenables fortifications. Voilà. À l'époque, c'était des fortifications. Là, c'est simplement par la culture et le fait que les fortifications, c'est simplement le fait que tout sera abondant et pour tout le monde, mais une abondance parfaitement écologique, pas une abondance destructrice, mais tout sera à la portée de tous. Dans ce monde final de l'humanité. Et on ne peut pas ne pas aller vers là. Il n'y a aucune raison, c'est qu'une question de temps. Peut-être il faudra des siècles ou des millénaires, mais peu importe, ce n'est pas la question. Quoi qu'il arrive, l'humanité ne peut pas ne pas aller là. Parce qu'elle règle tout le temps des problèmes, elle résout toujours des problèmes de plus en plus, jusqu'au moment où elle aura compris que la propriété, ça ne sert plus à rien, on aura construit toutes les structures. C'était intéressant quand on avait besoin de construire le monde, maintenant on n'a plus besoin, le monde est construit, maintenant on a compris que le plus important c'est de s'aimer les uns les autres, de se promener, de contempler, voilà, de jouir, de jubiler de cette existence, de ce moment. Peut-être c'est ça. Ça correspondra à ça, le monde, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, voilà. Alors après. Le second aspect, l'identité, est étroitement liée au précédent, puisqu'il s'agit, là encore, de surmonter l'effroi et l'incertitude qui naissent de la différence. L'utopie sera donc le règne du même, que manifeste notamment l'uniformisation généralisée du langage, des mœurs, des lois, mais également des villes, des maisons ou des jardins. Voilà, alors ça sera... C'est tellement... C'est l'idée qui est importante. Après, que ça se passe comme ça ou que ça soit tout donné, mais en tout cas, il n'y aura pas de différence, évidemment, entre les choses. On aura compris qu'il n'y a pas de différence, même si les êtres humains sont toujours différents. Mais on aura compris l'importance de nos différences. Là, on ne comprend pas qu'on est différent passe pour construire cette humanité. Il y a des gens qui pensent que voilà, le mec qui est un peu qui n'a pas la structure mentale pour être un chef d'entreprise, le chef d'entreprise va penser que ce subalterne il est moins que rien. Et en fait, il ne comprend pas qu'il est constitué pour être un des rouages et que, au même titre que le chef d'entreprise, le balayeur de l'entreprise, il est aussi important, sa place est aussi
nécessaire, ou le gars qui perce à la chaîne, ou j'en sais rien, il est aussi important que le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise ne le comprend pas, et ni l'ouvrier d'ailleurs, ne se positionne dans une position en croyant qu'il est cela, qu'il est supérieur à un tel, machin, supérieur à un tel inférieur à un tel, voilà. Et en réalité, c'est juste des constructions mentales qui servent à construire. Mais une fois que l'humanité sera construite, ces constructions-là, elles s'en iront d'elles-mêmes. Parce que l'homme comprendra que, voilà, on est tous égaux et pour l'humanité, au fond, devant Dieu, comme les spirituels le disent. L'utopie sera donc le règne du même que manifeste notamment l'uniformisation générale du langage, etc. Aussi important que ce cadre stable est le fait qu'il résulte de la volonté et de l'agir humain. Ce texte met clairement en avant cette dimension activiste de l'utopie. En effet, c'est Utopus, le législateur mythique qui amena une foule ignorante et rustique à la civilisation. C'est lui qui a opéré le passage. Mais la manifestation la plus spectaculaire de ce volontarisme est sans doute la création quasi démiurgique de l'île, transformation et transgression de la nature au profit d'une humanité qui n'est plus condamnée à lui obéir, Au nom de chien. Création qui se reproduit. Mais pourquoi ça fait ça là? Voilà. Création qui se reproduit de manière similaire avec celle des villes destinées à devenir les lieux utopiques par excellence. Dans l'utopie, la ville n'est plus le fruit du hasard, la réponse spontanée à des besoins particuliers. Elle est le résultat d'un projet rationnel qui en établit non seulement le plan précis, mais encore le nombre, la population et la répartition dans l'espace. D'emblée, l'utopie apparaît donc comme une civilisation de et par la technique, où l'artifice se subordonne une nature hostile et où l'idéal affecte des formes agressivement géométriques. Amoror, la capitale de l'utopie, est à peu près carrée. Quelques décennies plus tard, la cité idéale de Doni figurera, comme celle de Campanella, un cercle absolument parfait. Voilà, alors est-ce qu'on va plutôt vers Campanella? Je le pense, à mon avis. Voilà. On va vers le cercle. Enfin, l'ultime intérêt de ce texte est de laisser entrevoir la dynamique de l'utopie. Malgré son insularité, celle-ci n'est pas vouée à l'immobilité, à l'enfermement au sein des murs qu'elle a elle-même érigés. Au contraire, parce qu'elle est parfaite, l'utopie progresse de manière régulière et uniforme. Ainsi, les maisons, dont le cadre est conformément au plan prévu à l'origine. Et de même qu'elle s'améliore à l'intérieur, elle a vocation à s'étendre vers l'extérieur. Le système de mort, observe M. de Gandillac, est destiné à une propagation universelle, tant par rayonnement spontané, union de la justice et du bonheur, que grâce à une politique active qui n'exclut ni la guerre ni la ruse. Voilà, je pense que c'est l'erreur. Parce que s'il y a la guerre et la ruse, c'est possible que l'homme se dise il faut conserver une certaine agressivité pour vivre, sinon ça serait pas le truc. Je sais pas, on n'est pas à la fin de du parcours de l'humanité. On ne sait pas à quoi comment ça va s'orienter. Moi, je me contente juste de dire l'humanité était à un point A, elle est à un point B. Si on trace une ligne et qu'on projette dans le futur tous les progrès qu'on fait évoluer, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressivement de notre environnement,
la maîtrise progressive de notre questionnement, eh bien, on arrive à une perfection qui sera celle-ci. Voilà l'idée qui est développée sur la mécanique universelle. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.